Mais où va donc s'arrêter le Bitcoin, la star des crypto-monnaies a franchi donc cette semaine ce cap. On est à peine en dessous là aujourd'hui, mais on est autour des 90 000 dollars pour la première fois de son histoire. C'est quand même, c'est un gain qui a doublé, quoi. Je veux dire, c'est un gain de 120%. Le cours du Bitcoin a doublé depuis le début de l'année. C'est 30% depuis l'élection de Trump. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard avec nous pour la Banque Mirabeau. Cette hausse, on peut la qualifier comme d'assez exceptionnelle, de voir en même temps toutes les crypto-monnaies, parce qu'au-delà du Bitcoin, d'autres, l'Ether et d'autres aussi ont flambé en même temps. C'est quasiment du jamais vu. Oui, c'est du jamais vu parce que on a vu que depuis le début de l'année, vous l'avez dit, ça a doublé. On était dans une situation où on pensait à un certain moment que le Bitcoin allait freiner sa course en avant. Et donc là, on a vu qu'il y a une réaccélération. Bon, depuis l'élection de Donald Trump, bien évidemment, mais aussi avant. On voit ici que on est dans une situation où personne ne peut vous dire aujourd'hui où ça va s'arrêter, où cette hausse va s'arrêter. On a de nombreuses analyses qui arrivent. Alors vous me direz, ils arrivent toujours après, mais qui commencent à parier sur des chiffres absolument délirants comme les 500 000 dollars. Et bien évidemment, on va bientôt entendre parler du million de dollars comme objectif. Mais je dirais que effectivement, ça a pris pas mal de gens par surprise, la poursuite de la hausse et la réaccélération depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donald Trump, qui d'ailleurs n'a pas toujours été un grand fan du Bitcoin. Hein, il a même été sévère Non, avec le Bitcoin. Hein. Il ne l'aimait pas du tout. Hein, et il faut être très clair. Il pensait il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, hein, en 2022, il déclarait encore que c'était de l'argent de l'ombre qui était utilisé dans le darknet pour acheter de la drogue, des armes, etc. Donc il était totalement anti Bitcoin et Il il a a même parlé, changé je sa crois, il a veste. même parlé d'escroquerie. Hein. Oui, tout à fait, une escroquerie. Et vous avez d'autres dirigeants de banques américaines hein, qui pensent toujours la même chose, malgré le fait que ça continue à monter. Et puis aussi le fait que Donald Trump a changé d'avis sur pas mal de sujets. Et puis ça c'en est un, mais on comprend pourquoi il a changé Alors pourquoi il a changé d'avis? son Pourquoi est-ce qu'il fusil. pense maintenant que le Bitcoin ou les crypto-actifs sont l'avenir? Je dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est un peu de manière opportuniste. Hein. Vous savez, selon les statistiques, on estime que 20% des Américains, 20% c'est énorme, hein, détient des crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou d'autres. Donc, en fait, c'est un électorat absolument extraordinaire. Donc, si vous leur dites qu'il n'y aura pas plus de réglementation, vous avez la possibilité que certains d'entre eux qui voulaient pas voter républicain votent pour vous. Ça, c'est la première des choses. Puis après, il y a des choses un peu plus, je dirais, un peu plus techniques. D'abord, et Donald Trump l'a mis en avant, c'est une défiance par rapport aux institutions traditionnelles, au système bancaire classique, puisqu'on sait que ça fonctionne sous la blockchain, donc il y a pas, c'est décentralisé et lui il ne voudrait pas que ce soit centralisé, par exemple par une banque centrale comme la Fed. On sait les relations qu'il a avec la Réserve fédérale américaine. Il est aussi pro, alors ces derniers temps, notamment sur la question économique et aussi de l'innovation qui entoure ces crypto-monnaies. C'est potentiellement Elon Musk, qui est son nouveau meilleur ami, qui l'a poussé aussi dans ce sens. Je vous rappelle quand même que Elon Musk, depuis un certain temps, eh bien, est un fervent supporter des crypto-monnaies. Donc je dirais que d'un côté, il y a l'aspect opportuniste, et de l'autre côté, il y a un aspect un peu plus technique, je dirais. Bon, après, il y a aussi ce qui s'est passé à Wall Street. Wall Street qui a autorisé ce qu'on appelle les ETF, la gestion passive sur le Bitcoin, donc des fonds indiciels cotés qui sont donc sur la crypto. Et donc, ce qui est, je dire les choses simplement, ce qui a permis à n'importe quel épargnant américain, finalement, de se positionner, d'investir sur le Bitcoin sans détenir des Bitcoins. Et là, on sait que ça a été un tournant majeur, ça. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est devenu un placement presque comme les autres, certes très volatile, certes risqué, mais un placement comme les autres aux États-Unis. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on peut dire le mot, ça paraît assez fou, mais on peut dire le mot mature hein, depuis l'arrivée, l'acceptation de la SEC. Il faut rappeler que la SEC, c'est le gendarme boursier américain.
Pour rappeler que ça a été fait au forceps, hein, parce que la SEC ne voulait absolument pas approuver ces fonds indiciels, ces ETF sur le Bitcoin. Ça faisait depuis 10 ans que vous aviez certains partisans qui poussaient pour qu'on ait des ETF, et finalement ça s'est fait. Donc aujourd'hui, vous avez de nombreuses institutions très importantes aux États-Unis et en Europe qui investissent dans les Bitcoins tout à fait officiellement, non pas directement mais indirectement à travers ces ETF. Et donc, vous avez des fonds de pension, vous avez des assurances, des banques, bien évidemment, qui mettent ça dans leur portefeuille. Mais vous l'avez dit, la question principale, c'est, malgré le fait que c'est devenu mature, comme je le disais, pardon, eh bien, c'est de dire que on a quand même une volatilité. Vous savez, quand on parle de volatilité, c'est autant, lorsqu'on dit volatilité, on pense souvent à la baisse, mais la volatilité se fait aussi à la hausse, ce qu'on a vu cette année. Donc, quand même, malgré cette maturité, eh bien, une volatilité importante. Bon, on se dit que le Bitcoin semble en route vers les 100 000 $. On est à quelques encablures, c'est moins de 10%. C'est rien quand le cours a plus que doublé depuis le début de l'année. Oui, tout à fait. Alors, ce serait un peu... CV, on était à 91 000 il y a quelques jours, donc de dire qu'on va à 100 000, bah, c'est pas très compliqué. Non. Ce que je noterais plus, au-delà des 100 000, qui est plutôt un chiffre psychologique, hein, on avait les chiffres des 50 000 avant, là c'est les 100 000. Et ce que je dirais, c'est la capitalisation, le poids de l'actif qu'est le Bitcoin au monde. Alors, il faut rappeler que lorsque vous regardez les poids, bah, vous vous souvenez, on parle toujours de Nvidia, hein, 3600 milliards de dollars, donc le plus gros poids en termes d'entreprise dans le monde, mais vous avez aussi d'autres actifs comme l'or, par exemple. L'or, on en est à 17 000 milliards, mais le Bitcoin pointe le bout de son nez et ils sont 8e dans le classement. Et ils montent avec une capitalisation boursière du Bitcoin qui est de plus de 1700 milliards de dollars. Donc, je dirais que par rapport à son cours de bourse, eh bien, on va voir face à cette maturité et puis le fait qu'il y ait ce qu'on appelle aux États-Unis le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire que tout le monde veut être dedans quand le cours monte, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont en acheter, de plus en plus qui vont le mettre dans le portefeuille, une petite partie, et ça va alimenter la bête. Et de plus en plus, on va voir le Bitcoin qui va continuer à gravir les échelons et arriver dans le top 5 des capitalisations boursières. Mais je dirais qu'il y a une chose qu'il faut rappeler lorsqu'on parle de volatilité, c'est quand même rappeler les très très grands mouvements qu'on a eus par le passé et un passé pas très lointain sur le Bitcoin. Parce que si on se souvient de 2010-2011, alors on me dirait c'est les balbutiements du Bitcoin, eh bien la valeur a quand même baissé entre le plus haut et le plus bas de 94%, quasiment 100%. Puis après c'est reparti. Alors vous allez me dire c'est il y a longtemps. Mais cette année, entre mars et août, eh bien, le Bitcoin a perdu 33% avant, bien évidemment, de rebondir. Donc à chaque fois qu'il y a des records, donc à chaque fois, John, qu'il y a des records sur le Bitcoin, ils sont suivis, ces records, par des baisses qui peuvent être plus ou moins violentes. C'est ce qu'historiquement on voit. Vous nous parlez de 2 cas, mais c'est arrivé plusieurs fois sinon ? Oui, tout à fait. Oui, c'est arrivé une multitude de fois et ça évolue, comme vous l'avez vu, entre 30 et plus de 90%. Donc, alors, ce qui ne veut pas dire que c'est parce qu'on atteint les 100 000 qu'on va baisser à 70 000. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il est évident que si on se réfère au passé, ben, on va avoir des consolidations. Est-ce que c'est la fin de la hausse du Bitcoin? Je ne le pense pas. On va dépasser normalement allègrement les 100 000 $. Et puis après, bah, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de la réglementation, ça va dépendre de l'acceptation de certaines entreprises qui vont continuer à les acheter. Ça va dépendre aussi de la concurrence parce que le Bitcoin n'est pas seul. Vous avez parlé avant de l'Ether et vous en avez plusieurs autres. Et donc, c'est celle qui est le plus mature dans cet espace. Et on peut dire que si c'est mature, eh bien, vous allez avoir nombreuses personnes, que ce soit individuelles et institutions, qui vont continuer à les acheter. On finit là-dessus juste à ceux qui disent encore que le Bitcoin, c'est du casino. On répond quoi? Écoutez, on répond que c'est quand même qu'on le veuille ou non, une devise virtuelle. Si vous comparez à un moment, il y avait des comparaisons qui avaient été faites en se disant que, en fait, le Bitcoin était une devise refuge, un actif refuge
comme l'or l'était. Vous savez, l'or, c'est quand même quelque chose de physique. Vous pouvez avoir un lingot chez vous, alors que effectivement, d'avoir un Bitcoin chez vous, c'est un peu, c'est totalement virtuel. Donc c'est pour ça qu'il est très compliqué ici de se dire qu'on n'est pas dans une situation, si c'est virtuel, dans une situation de casino. Mais comme on l'a vu avant, l'acceptation par le gendarme de la bourse américaine, la mise en place d'ETF, etc., eh bien, le rend beaucoup moins spéculatif. Et lorsqu'on parle de spéculation, c'est le casino. Donc je dirais que c'est beaucoup moins spéculatif que cela était lorsque tout le monde était content lorsque lorsque le Bitcoin avait atteint les 1 $, alors qu'aujourd'hui on est à 90 000 $. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Très bon week-end.